Bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les fractures. On avait vu les généralités et aujourd'hui, donc, on va voir les fractures, les complications des fractures et on va commencer avec les fractures ouvertes. Alors, comme chaque fois, on commence toujours par la définition. Donc, c'est quoi une fracture ouverte? Attendez, on va passer bien. Ok, c'est mieux comme ça. Il faut bien ajuster ça. Et voilà. Donc la définition commence toujours par faire une définition. On va essayer de définir c'est quoi une fracture ouverte. La définition c'est très simple. C'est chaque fois que vous voyez que le foyer fracturé, là où il y a la fracture, dès qu'il y a une communication à l'extérieur par l'intermédiaire d'une plaie cutanée, à ce moment-là, on va parler de fracture ouverte. Donc la définition pour la fracture ouverte, c'est la communication du foyer fracturaire avec l'extérieur. Nous avons différents mécanismes pour la fracture ouverte. Euh, donc j'avais trouvé une petite vidéo pour vous. Donc avec la fracture. Parfois, une pression trop élevée est appliquée sur un os, entraînant ce que l'on connaît sous le nom de fracture. Donc on commence. Désolé, j'avais oublié le son. Allez, on recommence. Le squelette est composé de 206 os et assure le soutien, permet le mouvement et protège les organes internes de l'organisme. Parfois, une pression trop élevée est appliquée sur un os, entraînant ce que l'on connaît sous le nom de fracture. Les fractures sont souvent différenciées selon qu'elles sont ouvertes ou fermées. Une fracture ouverte est une fracture où un morceau de l'os brisé traverse la peau. Cela peut s'avérer dangereux car l'os est exposé, augmentant le risque d'infection. Une fracture fermée est une fracture se produisant lorsqu'un os est brisé mais ne traverse pas la peau. Une fracture par tassement est une fracture fermée se produisant lorsque deux ou plusieurs os sont appuyés l'un contre l'autre. Cette situation est courante pour les os de la colonne et peut être due à une chute en position debout ou assise, ou bien en résultat à une ostéoporose avancée. Une fracture par arrachement est une fracture fermée qui se produit lorsqu'un fragment d'os est brisé par une contraction musculaire subite et puissante. Ce type de fracture est courant chez les jeunes athlètes et peut survenir lorsque les muscles ne sont pas suffisamment échauffés avant une activité. Cette fracture peut également résulter d'une blessure. Une fracture engrenée est semblable à une fracture par tassement, pourtant elle se produit dans le même os. C'est une fracture fermée qui apparaît lorsqu'une pression est appliquée aux deux extrémités du même os, entraînant une division en deux fragments qui rentrent l'un dans l'autre. Ce type de fracture est courant dans les chutes et les accidents de voiture. Toutes les fractures doivent être sérieusement prises en compte. Si vous pensez vous être fracturé un os, vous devez immédiatement consulter votre médecin. Bon, alors, on a fait une petite révision aussi pour les différents types de fractures. Donc maintenant, quel est le mécanisme pour les fractures ouvertes? Donc nous avons deux types de mécanismes. Soit c'est l'agent vulnérant, ok, qui va justement produire une fracture ouverte. Donc c'est-à-dire c'est le mobile, une chose qui va frapper l'os, mais l'ouverture va donc se faire du dehors, donc de la peau vers l'os. Obligatoirement, c'est un choc direct. Et les lésions des parties molles sont beaucoup plus intenses parce que il faut d'abord léser les parties molles avant d'arriver au niveau de l'os. Tandis que ça peut être l'os fracturé qui va provoquer l'ouverture, comme vous avez vu pour le schéma, dans la vidéo, c'est ce qu'on a montré pour la vidéo. Donc c'est une esquille osseuse, une pointe d'os qui est tellement acérée que lors du choc, ça va venir et déchirer la peau. Donc le plus souvent, ce sont des chocs indirects et vous avez donc une lésion osseuse avant celle des parties molles. La clinique. Maintenant,
il faut pouvoir faire, c'est très important à cause de tout ce que nous avons comme infection. Donc c'est très important de pouvoir faire la preuve que il y a une communication entre le foyer de fracture et l'extérieur. Parce que vous pouvez avoir une plaie en regard d'une fracture sans pour autant qu'il y ait une fracture ouverte. Il n'y a pas de communication entre cette plaie cutanée et l'os. Donc des fois, comment faire, arriver à faire le diagnostic, des fois c'est évident dès qu'on voit l'os, mais d'autres fois on ne voit pas l'os. Donc il faut chercher des signes indirects qui permettent de dire, ah, il y a une communication. Bon, avant, il y avait certains qui mettaient le doigt dans la plaie pour voir si on arrivait jusqu'à l'os. Bon, c'est pas une bonne chose, d'autant plus que ça fait excessivement mal et c'est une douleur pour rien. Il faut simplement se rappeler que l'os contient de la graisse. La moelle osseuse, c'est un liquide. La moelle osseuse, il faut faire attention quand vous regardez, quand vous prenez un os mort et que vous le mettez à cuire, vous avez l'impression que la moelle osseuse, c'est quelque chose de solide ou bien de semi-solide. Mais en fait, compte, c'est pas ça. La moelle osseuse, c'est du liquide. Mais lorsque arrive à la mort, la moelle osseuse va coaguler et vous donner ce morceau de graisse que on adore aspirer tellement ça a bon goût. Donc la moelle osseuse, c'est un liquide qui est graisseux. Et lorsque l'os est cassé, on va retrouver au niveau du sang qui coule des lobules de graisse. Donc, dès qu'on voit un lobule de graisse qui s'échappe d'une plaie en regard d'une fracture, on peut poser le diagnostic de fracture ouverte. Donc, nous avons un tas de classifications, je ne vais pas insister dessus parce que, quel que soit le type de la classification, on va toujours avoir le même traitement. Donc, nous avons des fractures de type 1, de type 2, de type 3. Là, vous avez une fracture de type 3 qui a circulé sur le net. Et je pourrais dire que c'est la fracture type 3 qui est la plus célèbre qui existe sur le net ces derniers temps. Le traitement. Il y a deux types de traitements. D'abord, traiter la plaie, c'est très important pour éviter l'infection. Parce que la deuxième complication, ce sera l'infection. Et comme on a vu pour les ostéomyélites, lorsque l'infection rentre dans de l'os, attaque un os, c'est très difficile de pouvoir s'en défaire. Et après, une fois que nous avons fait un bon parage de la plaie, un bon traitement de la plaie, à ce moment-là, on peut s'occuper de la fracture. La fracture, c'est une urgence modérée, c'est pas une urgence absolue, c'est une urgence qui peut être différée, tandis que l'infection, c'est une urgence absolue. Comment va-t-on prévenir l'infection? Bon, d'abord, nous avons un traitement général. On va faire la prévention de l'infection qui est la plus grave parce que mortelle, c'est le tétanos. Et dans ce cas, on va donner à la personne du sérum antitétanique et le vaccin antitétanique. Comme le sérum d'après vous, le sérum, ça contient d'après vous quoi? Les anticorps ou bien les antigènes? Les anticorps, oui, le sérum, ça contient les anticorps, tandis que le vaccin, c'est l'antigène. Donc, vous ne pouvez pas mettre des anticorps sur le même site que les antigènes. Donc, quand on va faire les injections, on va essayer de les éloigner le plus possible. Par exemple, si vous donnez le sérum antitétanique au niveau de la cuisse droite, ce serait mieux de donner le vaccin antitétanique au niveau du bras gauche. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser une antibiothérapie qui va pouvoir, une antibiothérapie à large spectre, mais on appelle ça une antibiothérapie probabiliste, mais 3 doses sont suffisantes. Pourquoi? Parce que l'infection n'est pas encore établie. Donc, le principe veut que la plaie reçoit tellement d'antibiotiques là-dedans que lorsque le microbe, l'agent pathogène va venir s'installer, il ne pourra pas, parce qu'il aura d'un côté, il aura les défenses de l'organisme, mais qui seront valablement aidées par l'antibiotique. Donc,
Le protocole que vous pouvez utiliser, c'est de la cloxacilline, ou encore pour les jeunes médecins qui utilisent des produits super nouveaux, la céphalosporine. Moi, personnellement, je préfère la cloxacilline, c'est moins cher et ça me donne tout aussi de bons résultats. Avec la gentamicine et le métronidazole. J'ai fait exprès là de ne pas mettre les doses parce que c'est à vous d'aller chercher le dosage pour adultes, dosage pour enfants. Et ensuite, nous avons un traitement local. On avait vu le traitement général qui consistait justement à donner du SAT, à donner du vaccin antitétanique et des antibiothérapie probabiliste. Maintenant, il faut aussi faire le traitement de la plaie et traiter une plaie. On appelle ça panser une plaie. Donc, quand on fait un pansement, c'est le traitement de la plaie. Le pansement, ce n'est pas simplement le matériel de recouvrement. Panser une plaie, c'est traiter la plaie. Et comme mon cours s'adresse à des personnes qui vont être, une fois diplômées, ils vont être bac plus 7, bac plus 8, ok, vous ne pouvez, en tant que médecin, vous ne pouvez vous permettre d'avoir un geste qui n'est pas justifié. Vous devez savoir pourquoi vous faites ce geste. Donc, penser une plaie, ça demande qu'on utilise aussi son cerveau et c'est pas un geste mécanique que l'on fait de façon préprogrammée sans réfléchir. Donc, la première chose, avant de penser une plaie, il faut analgésier la personne. OK? Et le plus souvent, l'analgésie la plus efficace, dans ce cas-là, ce sera de l'anesthésie. On utilise de la lidocaïne et de préférence de la lidocaïne à 1%. Pourquoi? Parce que plus la lidocaïne est diluée et plus son effet va être augmenté. Autrement dit, plus la lidocaïne est concentrée et plus son effet est localisé. Or, on n'a pas besoin d'un effet localisé. Il faut que ce soit un effet beaucoup plus étendu. C'est pour cela que l'on recommande de la lidocaïne à 1%. Et malheureusement, chez nous, nous avons deux types de lidocaïne, 1% et 2%. Les gros flacons que vous savez voir, ils sont tous des flacons de lidocaïne à 2%. Tandis que si vous voulez vraiment avoir de la lidocaïne à 1%, vous devez prescrire des viales. Donc, vous mettez viale numéro 1 et on vous donnera de la lidocaïne à 1%. Mais si vous mettez flacon numéro 1 dans votre prescription, on vous donnera de préférence de la lidocaïne à 2%. Ensuite, deuxième étape, on va faire en sorte que la plaie soit propre. Ah, ben est-ce que je suis fou? Puisque j'ai demandé qu'on mette d'abord l'anesthésie, ensuite on va se débrouiller pour avoir une plaie propre. Oui, c'est mieux d'anesthésier avant tout geste. S'il y a trop de terre, vous pouvez délicatement verser un petit peu d'eau pour voir où est-ce que vous allez mettre l'anesthésie. Et après ça, vous vous occupez de la plaie. L'exemple que je sais donner, la seringue est stérile, l'aiguille est stérile et l'anesthésie est stérile. Donc l'introduction de matériel stérile dans une plaie qui soit souillée, soit infectée, ça ne va rien changer. Donc vous pouvez faire en sorte que vos patients ne sentent pas, ok, les gestes invasifs ou non que vous allez faire. Donc vous devez donner l'anesthésie d'abord. Pour que la plaie soit propre maintenant, il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut faire une asepsie, ou encore le nettoyage de la plaie, ou encore le lavage de la plaie. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, serait le meilleur? En fin de compte, ce qui est le meilleur, c'est le lavage. On ne fait pas d'asepsie de la plaie et on ne nettoie pas. Quand on nettoie, on utilise une forme de triage. Par exemple, pour ceux qui savent faire la cuisine, la différence qu'il y a entre nettoyer un riz et laver un riz. Ok, lorsqu'on nettoie le riz, on fait un triage, on retire ce qui n'est pas bon, parce que quand on lave, on utilise de l'eau. Donc,
pour qu'une plaie devienne propre, il faut la laver. Deuxième chose, comment faire? Laver avec quoi? Du NaCl, c'est-à-dire un soluté, ou bien de l'eau propre? La réponse, c'est l'eau propre. Pourquoi? Parce que l'eau propre, elle n'est pas stérile, mais elle ne contient aucun agent bactérien. Donc l'eau propre est meilleure parce que vous pouvez l'utiliser en plus grande quantité et elle est beaucoup moins chère. Si je ne me trompe pas, 1 gallon d'eau miracle, je crois que ça va coûter entre 5 à 6 gouttes. Tandis que et le gallon, ça contient 3,33 si je vois litres. Tandis que 1 litre de soluté, ça va chercher dans les 30 ou 40 dollars. Donc, 1 dollar vous donne beaucoup plus de liquide que 30 dollars. Mieux vaut utiliser l'eau propre. Et quelle différence qu'il y a entre de l'eau propre et de l'eau stérile? L'eau stérile, c'est de l'eau qui ne contient aucun germe. Mais quelle différence il y a entre l'eau propre et l'eau potable? J'adorerais poser cette question-là, malheureusement personne ne peut me répondre. Donc, l'eau potable, c'est de l'eau propre. Parce que si l'eau n'était pas propre, elle ne serait pas potable. Alors, on me demande si la personne a une allergie avec le SAT. Le plus souvent, ce qu'on fait, on ne donne pas le SAT parce que si la plaie est bien lavée, la personne n'a pas de chance de faire justement le tétanos. Il faut se rappeler que le tétanos, c'est quoi? Le tétanos, c'est une infection au niveau, c'est une toxémie. Autrement dit, le germe du tétanos reste dans la plaie et il va émettre cette toxine. Donc, si vous lavez bien la plaie, vous partez avec les germes du tétanos. Ensuite, si vous savez le faire, vous faites le débridement. Le débridement, c'est quoi? C'est l'excision du matériel nécrosé et ça s'occupe essentiellement pour les muscles. On ne débride pas la peau parce que la peau, c'est le meilleur des recouvrements. Donc le meilleur matériel de recouvrement. On ne débride pas la peau. On débride le muscle. Et pour savoir si le muscle est bon, nous avons 4 critères. La couleur. Le muscle doit être rouge, pas rosé, parce que s'il y a du sang, donc il n'est pas rose, il est rouge. Ensuite, lorsque le muscle, vous le voyez, il doit saigner. C'est la preuve qu'il a une bonne vascularisation. Lorsqu'on le tient avec une pince, le muscle doit se contracter et le muscle est de consistance ferme. Mais je ne vous conseille pas de faire un débridement si vous n'avez pas eu un chirurgien compétent qui vous ait montré comment faire le débridement. Si vous faites un bon lavage, 4 ou 5 jours plus tard, vous allez voir quels sont les tissus qui sont morts. Et ce sera simplement de la nécrose aseptique si c'est un bon lavage. Quand vous avez fini maintenant de faire le débridement, si vous le savez le faire, sinon juste après le lavage, vous allez mettre un matériel de recouvrement. Et le matériel de recouvrement, il doit pouvoir être justifié. Si vous avez une plaie qui va donner beaucoup de sécrétion, votre matériel de recouvrement doit être absorbant. Donc vous devez utiliser un matériel qui absorbe le maximum de sang pour ne pas salir le bandage que vous allez mettre ensuite. Et en plus, ce matériel de recouvrement doit être étanche. Alors, j'insiste sur le fait que pour le traitement de la plaie, vous avez vu que je n'ai pas parlé de bétadine, je n'ai pas parlé d'eau oxygénée. Je n'utilise pas la bétadine oxygénée pour les plaies parce que quand vous utilisez un antiseptique comme la bétadine ou bien l'eau oxygénée, c'est comme qui dirait vous êtes dans un avion et que en dessous de l'avion, pendant une guerre, pendant une bataille, vous avez les deux camps qui se battent et qu'est-ce que vous faites? Vous larguez vos bombes et vous tuez tout le monde. Non, on ne peut pas tuer tout le monde. L'antiseptique, c'est ce qu'il fait. L'oxygéné tue tout ce qu'il y a de vivant dans la plaie. Les microbes aussi, mais aussi et surtout les globules blancs, les cellules osseuses, tout et tout. Donc on n'utilise pas de bétadine,
on n'utilise pas d'eau oxygénée dans les plaies. Ensuite, donc, on retourne au recouvrement. Le recouvrement, si la plaie va beaucoup saigner, si la plaie va avoir des sécrétions, il doit être absorbant. Mais ensuite, il doit être étanche. Donc, sur le matériel qui absorbe, vous devez mettre une gaze et elle-même, elle sera imbibée d'un antiseptique, comme par exemple la bétadine, et ça va empêcher aux microbes de l'extérieur de coloniser la plaie. Quand faut-il refaire le pansement? En fait, quand on refait le pansement, chaque fois que c'est nécessaire. Donc, si vous avez une plaie qui va salir le pansement rapidement, vous pouvez même être obligé de refaire le pansement 2 fois par jour. Sinon, vous refaites le pansement chaque fois que c'est nécessaire. Évitez les automatismes en disant à la personne, chaque 3 jours, elle doit venir refaire le pansement. Non. Si vous voyez que le pansement, le matériel de recouvrement peut faire 5 ou 6 jours sans se salir, vous donnez rendez-vous dans 5 ou 6 jours. Il y a même des plaies qui demandent simplement qu'on refasse le pansement qu'une seule fois et après ça, la personne peut revenir même après une vingtaine de jours. Ah, la dernière question que je devais vous poser, quand vous refaites le pansement et que la gaze est collée, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il ne faut pas retirer la gaze. Il faut la laisser coller. Si la gaze est collée sur la plaie, ça veut dire que votre plaie n'est pas infectée. Parce qu'il faut se rappeler que le pus, il est ostéolytique. Le pus, il est protéolytique. Il digère les protéines. Donc, si vous avez du pus, votre carré de gaz ne va pas rester collé sur la plaie. Donc, si le carré de gaz est collé sur la plaie, c'est un très bon signe, on ne décolle pas, ça fait excessivement mal, ça détruit une partie du tissu de granulation. Donc, c'est un geste qui est douloureux et qui est même dangereux parce qu'il peut permettre une nouvelle colonisation de la plaie par les microbes. Et dans ce cas-là, ce qu'on adore me demander, mais qu'est-ce qui va arriver si on laisse la gaze? Donc, rappelez-vous que la peau, c'est un épithélium stratifié à base germinale. Donc, les cellules qui sont en base vont pousser le pansement qui va finir par tomber. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, au prochain cours, on continuera avec les complications des fractures. Et ces complications, la prochaine complication, ce sera le syndrome de Loge. Donc, je répète encore, on ne décolle pas la gaze, on la laisse coller. Ce n'est pas la peine de la décoller, ce n'est pas la peine de mouiller. Je répète encore, c'est un geste qui fait excessivement mal, qui est inutile et qui renforce les chances pour la plaie pour s'infecter. Donc, j'ai fini. On se verra au prochain cours où je parlerai du syndrome des Loges. Au revoir tout le monde.